Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Une petite phrase en allemand fait le tour du monde en ce moment. Phénomène viral sur les réseaux sociaux, chantonné par des millions et des millions d'Américains, de Japonais, d'Européens qui répètent à l'oreille « Du bist gut genug », un mantra positif « Oui, tu es assez bon », la méthode Coué d'une planète angoissée. Et en Allemagne, on a vraiment du mal à être confiant. Les trains ne sont plus à l'heure, l'industrie automobile ferme ses usines, les écoles tombent en ruine. Les dirigeants semblent impuissants, à commencer par Friedrich Merz. Du bist gut genug ? Eh bien, en réalité, ici en Allemagne, ils ne sont plus que 13% à être de cet avis. Tous les autres pensent que Merz n'est pas assez bon, pas à la hauteur. Dans l'histoire de la République fédérale, c'est du jamais vu. Comment en est-on arrivé là en seulement 13 mois ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un K. Après plusieurs épisodes légèrement décalés de l'actualité, on revient aux fondamentaux de la politique avec un K. Avec mes invités, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement fédéral, la coalition, surtout qu'on va avoir un automne difficile avec plusieurs élections régionales qui pourraient vraiment rebattre les cartes des équilibres politiques allemands. Et évidemment, tout ça n'est pas sans conséquences pour l'Europe, pour l'Union européenne et pour la France. Dans ce contexte, comment faire encore du franco-allemand ? Bonjour Paul Maurice. Bonjour Hélène. Secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, à l'IFRI, à Paris. On va commencer ensemble en décortiquant la dégringolade de Friedrich Merz, le chancelier le plus impopulaire de la République fédérale, et avec lui, tout le gouvernement en réalité. Un sondage indiquait récemment que 9 personnes sur 10 pensent maintenant que le précédent gouvernement, celui d'Olaf Scholz, qui était quand même déjà très décrié, ferait mieux que celui dirigé par Merz. En février déjà, dans l'épisode 1 an après les élections, on avait expliqué que le style de Friedrich Merz déroutait, que c'était sans doute pour cela qu'il décevait. Déception qui s'est donc confirmée et même étendue de semaine en semaine. Qu'est-ce qui s'est passé, Paul ? Alors, Friedrich Merz, il a effectivement pâti des difficultés économiques, des difficultés sociales, mais surtout des difficultés au sein de sa coalition. On a eu, durant la deuxième partie de l'année 2025, un certain nombre d'annonces. On allait faire l'automne des réformes, on allait faire enfin tout ce qu'on avait prévu de faire, puis c'est pas venu. Et donc, ça a aidé pour son impopularité. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez structurel, d'une manière générale, sur la défiance envers le politique. Ce qui explique d'ailleurs la montée des populismes, d'extrême droite notamment, qui sont prêts à tout renverser et donc à apporter quelque chose de complètement différent. Quand on est dans une logique assez classique, qui est celle de Merz, vu son âge, vu son parti, vu son parcours politique, eh ben on a du mal à s'imposer comme un leader, même s'il a essayé de le faire en étant un peu dynamique. Donc d'une manière générale, il y a cette forme de défiance et donc qui amène à une impopularité extrêmement rapide des politiques parce que on veut des résultats tout de suite, parce que la situation nécessite aussi qu'on a besoin de résultats tout de suite. Oui, c'est sûr, la mode est au dégagisme, et on l'a vu encore il y a quelques jours en Grande-Bretagne avec la démission de Keir Starmer. Mais le problème, est-ce que c'est seulement Friedrich Merz ? Après tout, son parti aussi baisse dans les sondages, son partenaire de coalition, le SPD également. Est-ce que Friedrich Merz est assez bien, puisque c'est la question qu'on se pose et que se posent beaucoup d'Allemands, ce qui explique leur défiance envers sa personne et maintenant envers son parti, parce que c'est souvent décorrélé en Allemagne. On peut avoir un chancelier impopulaire, mais un parti qui est structurellement est plutôt haut dans les sondages. Là, on voit que le parti décroche aussi dans les sondages. Oui, la CDU-CSU est à 21-23% selon les instituts de sondage. L'AfD est clairement au-dessus, premier parti, à 27-29% peut-être même, alors que Merz avait promis de diviser l'extrême droite par deux. Je pense que le plus structurant dans tout ça, c'est le fait qu'on ait envisagé, au bout d'un an, de changer de chancelier. C'est quelque chose d'assez nouveau. Jusque-là, la moyenne des chanceliers allemands, sauf accident de parcours, j'allais dire grave, comme Willy Brandt, avec une histoire d'espionnage au sein de son cabinet par la RDA, mais en général, les chanceliers allemands avaient quand même une longévité, on va dire, honorable. Les plus courts partant malgré tout au bout de mandats. Là, on envisage de le remplacer, ce qui n'arrivera probablement pas, en tout cas à brève échéance, mais qui est quand même symptomatique de sa position. On va y revenir, je me demande toujours un petit peu quel crédit accorder à tous ces bruits de couloirs berlinois, même si tu as raison, le fait même qu'ils circulent, c'est quand même le signe que Friedrich Merz est en difficulté. Alors l'opposition, évidemment, ne rate pas une occasion de lui rentrer dedans.
On a le nouveau leader de Die Linke qui dit que la CDU est même maintenant un parti qui fait de la politique fasciste. Donc bon, on le voit, le débat allemand, il est quand même aussi très polarisé. Cela dit, au-delà des outrances, Merz, c'est clair, ne donne pas l'impression de maîtriser la situation. Il y a un mot qui est très important en Allemagne, c'est Handlungsfähigkeit, donc la capacité à pouvoir agir. Et là, au contraire, Merz paraît impuissant à régler les problèmes et il ne semble pas non plus avoir le recul nécessaire à sa fonction, dont il a pourtant rêvé toute sa vie. Peut-être qu'il s'y préparait un peu trop. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il en voulait trop, il voulait aller trop vite, il a attendu ça toute sa vie. Et quand il est arrivé, il n'avait pas forcément, paradoxalement, la préparation pour ça. Friedrich Merz, il faut évoquer en 2 secondes, on l'a déjà fait à de nombreuses reprises ici dans le podcast, mais rappeler son parcours. C'est-à-dire que avant son arrivée à la chancellerie en 2025, il n'avait exercé aucune responsabilité gouvernementale, qu'elle soit au niveau fédéral ou qu'elle soit à l'échelle d'un land. Donc, il n'avait pas cette expérience du pouvoir. Et par ailleurs, il a été élu à la tête de la CDU, on va dire, contre l'héritage d'Angela Merkel. Et ce qui a amené à une certaine... Alors, le terme de purge est vraiment trop fort, c'est pas ça que je veux dire, mais une certaine forme de renouvellement des élites de la CDU. Et donc, il s'est séparé de personnes qui avaient l'expérience du pouvoir de l'époque Merkel. Et donc, il est entouré de personnes qui sont sûrement très compétentes, mais qui n'ont pas cette expérience pratique du pouvoir. Il a du mal aussi, peut-être, à déléguer les choses, c'est-à-dire à se positionner dans un collectif et pas seulement comme chancelier, ce qui peut aussi amener forcément, c'est toujours le problème de la personnalisation du pouvoir, à une forme de déception quand on personnalise complètement. Est-ce que Merz a trop joué sur le registre de l'homme providentiel ? J'ai l'impression en fait que là, les Allemands découvrent un peu un travers que nous, les Français, on connaît très bien. Alors ça a pu être nouveau et peut-être même rafraîchissant pendant la campagne électorale, mais là, la magie est retombée. La biographe de Merz, Myriam Lau, faisait remarquer dernièrement qu'il a passé quand même les dernières années à répéter à tire-larigot qu'il ferait mieux, qu'on allait voir ce qu'on allait voir quand il arriverait au pouvoir. En fait, il est pris à son propre piège. Effectivement, alors c'est aussi le rôle de l'opposition de dire que quand ils seront au gouvernement, ils feront mieux. Ça, c'est effectivement quelque chose que l'on fait, qui était moins présent en Allemagne. C'est vrai que c'est très français comme manière de faire. Tout va changer quand nous arriverons, alors qu'on sait que les réalités sont complètement différentes, d'autant plus dans un système comme celui de l'Allemagne, où on est obligé de former des coalitions, et encore plus dans le cas d'une grande coalition, où l'un des partis sortants, celui qui était à la chancellerie avant, les sociaux-démocrates, reste au gouvernement. Donc la rupture n'est pas aussi nette. Peut-être que c'est ce qu'avaient besoin d'entendre les Allemands, mais qui a aussi rencontré la réalité qui est celle de la montée de l'extrême droite et d'une campagne un peu ratée parce que les thématiques qu'il portait, les thématiques de rupture sur les questions économiques, sur les questions de changement industriel en Allemagne, ont été éclipsées par les questions qui sont celles de l'extrême droite, les questions migratoires. Il va, je pense, essayer de corriger le tir et on le voit actuellement avec la négociation sur les retraites, c'est-à-dire que le meilleur moyen en Allemagne de montrer qu'on est capable de gouverner, c'est de délivrer des choses, c'est-à-dire d'être capable de mener des réformes, etc. C'était attendu depuis longtemps. Est-ce que ça va suffire à amener un sursaut ? Je ne sais pas. D'autant plus qu'on a des élections qui se profilent à l'Est, alors dans les Länder, mais qui vont avoir un effet en Allemagne. Oui, alors la réforme des retraites, après des mois de discussions très intenses, il semble que on est arrivé effectivement à un compromis sérieux et acceptable. On va voir si ça passe quand même les débats parlementaires, parce que on l'a vu au printemps, avec les mesures pour répondre à la crise de la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement a fait de très grandes annonces qui ont toutes été des flops. On l'a oublié, mais il y a quand même eu cette histoire de prime exceptionnelle de 1 000 € que les employeurs auraient pu verser à leurs salariés. Alors, on n'a toujours pas compris à qui et comment, mais finalement, ça n'a pas d'importance, puisque l'idée, elle a été recalée direct par le Bundesrat, on n'avait pas consulté les Länder. Ça fait vraiment amateur. La ministre de l'économie, Katharina Reiche, elle a un énorme problème de crédibilité. Et d'une façon générale, regarde le gouvernement Merz, Paul. À part Alexander Dobrindt à l'intérieur et Boris Pistorius à la défense, tous les autres ministres, 16 sur 18, n'ont jamais été ministres avant. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que certains gouvernants ne connaissent pas le système de gouvernance allemand. Ses limites, qui sont celles du parlementarisme, ses temporalités, qui nécessitent plus de compromis, de discussions, ça donne une image effectivement catastrophique, qui est celle de l'hésitation à un moment où, je le disais, les citoyens allemands, mais aussi un peu partout dans le monde occidental, ont besoin de décisions fermes. C'est un peu le risque, c'est de tomber dans une forme de recherche d'autoritarisme parce qu'on veut des solutions tout de suite. Et ça ouvre un boulevard aux populistes. Tu l'as évoqué déjà, les élections régionales de la rentrée de Länder de l'Est passent aux urnes, l'AfD en force. Cela risque de secouer très fortement et peut-être de façon historique la politique allemande.
Faut quand même déjà qu'on en parle. Effectivement, il y a une espèce d'épée de Damoclès qui pèse au-dessus du gouvernement et des partis politiques traditionnels et démocratiques d'une manière générale. C'est celle des élections à venir dans l'est de l'Allemagne, donc 2 élections parmi celles qui auront eu lieu, la Saxe-Anhalt et le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Dans ces 2 Länder, pas forcément très peuplés, pas forcément très stratégiques, à la fois en termes économiques et en termes démographiques ou en termes de représentation au Bundesrat, on a la possibilité d'une extrême droite qui dépasse les 40%. Peut-être un peu moins en Mecklembourg dans les sondages actuels, mais on aura probablement ce parti qui arrivera en tête dans les 2 cas. En Saxe-Anhalt, les débats actuels portent sur le fait que, avec un tout petit peu plus de 40%, en raison du système électoral, du fait que certains partis n'atteindront pas la barre des 5%, il pourrait, je parle au conditionnel, tout ceci se décidera bien sûr dans la campagne, dans les derniers jours, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, il pourrait y avoir une majorité en siège du parti d'extrême droite en Saxe-Anhalt. C'est-à-dire que ce parti n'aurait pas besoin de chercher des partenaires pour gouverner et les autres partis ne pourraient pas former une coalition anti-AfD, une coalition hétéroclite, une sorte de coalition front républicain, comme on dirait en France. Et donc cela aura des effets sur la politique allemande. Et en réalité, Paul, même dans le cas où l'AfD ne décroche pas de majorité absolue, Alice Weidel, la patronne de l'extrême droite, propose déjà ouvertement à la CDU une alliance pour former une coalition solide, une vraie coalition de droite, dit-elle. Et en fait, en gros, en quelque sorte, en Saxe-Anhalt, on ouvre le bal avec l'AfD locale et la CDU locale, et ça serait qu'une première étape. Tout ça, c'est pas un scénario qui est improbable en réalité. Pourquoi ? Parce que les chrétiens démocrates en Saxe-Anhalt pourraient être tentés, à titre individuel ou à titre de fédération locale, de rejoindre ce gouvernement en arguant du fait qu'il vaut mieux accompagner ce parti pour éviter qu'il ne soit trop extrême. Son programme l'est, il a été publié, on le connaît, il est extrémiste, et donc ça pourrait être une manière de dire on accompagne. Et donc créer, bien entendu, des scissions très très fortes dans les fédérations régionales qui auraient des répercussions à Berlin et des débats au sein du Parti chrétien-démocrate sur le fait faut-il ou non faire des alliances avec l'extrême droite d'un point de vue pragmatique, ponctuel, dans certaines villes, etc. Et ceci aurait des conséquences dans la coalition avec les sociodémocrates, parce que les sociodémocrates, ils sont parfaitement opposés. Friedrich Merz l'est également à titre personnel, mais tout le monde n'est pas forcément de cet avis dans son parti, pour des raisons peut-être idéologiques pour certains, et d'autres par pragmatisme politique, parce que c'est une manière peut-être de s'imposer face à un chancelier qui est sur une ligne plus traditionnelle. Surtout qu'à ce moment-là, en septembre-octobre, on sera en pleine discussion parlementaire sur le budget 2027. Ce n'est jamais facile pour la coalition. Et donc, on va peut-être vraiment avoir là, à la rentrée, l'épreuve du feu pour la majorité de Merz. Tout ceci aura des effets très forts et donc va amener à des discussions extrêmement tendues sur les réformes à mener entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates qui seront pris chacun dans leurs débats internes et des débats qui peuvent être extrêmement violents et qui, de toute façon, vont servir l'extrême droite d'une manière ou d'une autre, qui pourrait jouer sur la victimisation, qui pourrait jouer sur le sentiment antidémocratique que représenterait leur éviction des gouvernements. De facto, s'ils arrivent premiers, ça pose aussi plein de questions sur les attentes des électeurs. Donc cela va être vraiment compliqué. Et cette épée de Damoclès va peser jusqu'au bout. Alors, il ne faut pas exclure non plus une mobilisation sur le fil, in fine, comme on l'a vu en 2024 en Saxe ou dans le Brandebourg, pour relativiser la victoire de l'extrême droite. Et si ça n'avait pas lieu, ce serait quand même révélateur de quelque chose de très structurel en Allemagne, de l'Est, mais pas seulement. Arithmétiquement, au Bundestag, une majorité est possible entre la CDU-CSU et l'AfD. Ça paraît un scénario crédible ? Dans l'état actuel des choses, non. On pourrait avoir des transfuges qui prônent cette coalition, mais elle serait catastrophique pour les chrétiens-démocrates qui perdraient l'aile modérée de leur électorat. Qu'en est-il de l'option d'un gouvernement minoritaire, donc les conservateurs seuls, sans majorité au Parlement ? Et donc pour chaque loi, chaque réforme, on cherche des alliances de projets. À mon avis, c'est quand même encore un très gros tabou en Allemagne, où la priorité, c'est clairement d'avoir de la stabilité. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça me paraît très ambitieux parce que la CDU seule est très loin de la majorité. S'il manquait quelques voix, on peut ponctuellement chercher les Verts, chercher quelques sociodémocrates, mais là, il faut chercher un groupe complet, voire 2 groupes complets pour trouver une majorité sur des textes avec des positions très contradictoires. Ça me semble très, très, très aléatoire comme possibilité. Enfin, 3e scénario qui a beaucoup circulé ces derniers mois, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Merz qui, de gré ou de force,
tire les leçons de son impopularité et cède sa place de chancelier à quelqu'un d'autre de son propre parti. On parle notamment du ministre-président de la Rhénanie du Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, il a 50 ans, et donc on aurait un leader plus jeune qui serait aussi du coup mis un petit peu dans les starting blocks de la chancellerie en vue des prochaines élections. Ça aussi, est-ce que tu y crois ? Personnellement, je me dis que Merz, qui a arrangé son frein pendant des décennies avant d'être chancelier, n'est pas du genre à rendre son tablier maintenant, mais peut-être que je me trompe. Friedrich Merz ne partira pas tout de suite s'il part. Il voudra partir avec un léger bilan au moins positif, partir sur la vague haute, et on voit mal comment il peut le faire très prochainement. Ça peut être une alternative, mais la question c'est est-ce que quelqu'un d'autre veut le remplacer maintenant dans le contexte actuel où la CDU est au plus bas dans les sondages, et est-ce que cela suffirait à relancer une dynamique chrétienne-démocrate ? Alors Hendrik Wüst, le ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie, on va dire plus centriste que Friedrich Merz, donc on va dire plus social-démocrate compatible, mais on a quand même vu dans la campagne une attente traditionnelle ou conservatrice des électeurs de la CDU. Ils veulent une boussole conservatrice, libérale, et cela pourrait aussi conduire à un départ des électeurs les plus conservateurs de la CDU vers l'extrême droite. Donc c'est aussi un jeu à risque, d'autant plus qu'on va s'approcher très rapidement en fait des élections fédérales de 2029, voire d'élections anticipées si la coalition explose. Bon, alors à bientôt, Paul. Merci pour ces analyses. On reprendra sans doute la discussion à l'automne. Mais d'ici là, on peut déjà se demander quelles seront les conséquences de cette faiblesse de Friedrich Merz pour la relation franco-allemande. Surtout qu'on va avoir là, juste avant la pause de l'été, un conseil des ministres commun. Comment relancer la dynamique dans ce contexte ? On va voir ça tout de suite. Mais d'abord, place au reportage. Car ce 23 juin 2026, l'historien résistant Marc Bloch est entré au Panthéon avec son épouse Simone. Je dois dire que j'ai été très négativement surprise de constater que la dimension européenne de la pensée de Marc Bloch n'apparaissait pas du tout dans la cérémonie organisée par La Patrie au grand homme. Et pourtant, Marc Bloch a étudié à Berlin, à Leipzig. Dans l'entre-deux-guerres, malgré son expérience terrible dans les tranchées, il a continué à suivre de très près la recherche allemande. Il faisait notamment des comptes rendus d'articles et d'ouvrages universitaires allemands dans des revues françaises. Et cet aspect, occulté au Panthéon, a été particulièrement mis en avant il y a quelques semaines à l'occasion de la restitution à sa famille de 7 livres de sa bibliothèque personnelle, ouvrages que les nazis avaient spoliés en 1942. Beaucoup d'émotions ce soir-là à l'ambassade de France à Berlin. Écoutez. Bon, y a tellement de symboles aujourd'hui, c'est absolument fou. Je sais plus donner de la tête. Mathis Bloch, 25 ans, tient entre ses mains un petit ouvrage de quelques centaines de pages. Publié en 1934, il n'a aucune valeur commerciale, mais il est particulièrement précieux pour le jeune homme, car sur la page de garde, il y a l'ex-libris de sa famille, une image en noir et blanc à peine jaunie. Il la voit en vrai pour la première fois. Parce que je pense que la pratique était d'arracher l'ex-libris. Donc là, le fait de le voir en vrai, donc c'est Marc Bloch qui l'a collé, et peut-être Simone, mon arrière-grand-mère, qui l'a collé aussi d'ailleurs. Enfin bon, je sais pas qui l'a collé exactement, mais c'est à l'époque, quoi. Donc pas mon père ou mon grand-père qui l'a recollé après derrière. C'est assez émouvant quand même. Pour nous, c'est quand même assez extraordinaire de voir que plus de 80 ans après la spoliation, il y a encore des livres qui nous reviennent au compte-gouttes. Au moment où le régime de Vichy lui retire le droit d'enseigner, Marc Bloch, le professeur de la Sorbonne, possédait 5 à 7 000 livres. Seuls 1500 ont pu être récupérés par sa famille depuis 1947. Les autres ont été perdus entre Berlin, Francfort, mais aussi la Pologne et l'Autriche, où les nazis faisaient transiter les ouvrages scientifiques qu'ils spoliaient dans toute l'Europe. Oubliés dans les bibliothèques allemandes, on retombe dessus parfois par hasard, explique Christophe Devis, le vice-président de la commission de restitution des biens spoliés. Ce processus de restitution, il vient des Allemands, il vient des bibliothèques allemandes elles-mêmes, de ce mouvement de recherche de provenance qui a été lancé par les Allemands au niveau fédéral et au niveau des Landes. Ce travail, il est très important. S'il n'est pas capable, bien évidemment, de penser les plaies, de réparer l'irréparable, il contribue un peu à soigner, à faire du bien aux familles. Donc pour moi, c'est un message d'espoir, un message d'amitié franco-allemand.
Quelques jeunes Allemands de Hanovre sont présents à cette soirée. Ils ont travaillé sur l'œuvre de Marc Bloch en cours de français et leur projet a gagné le concours des lycéens des classes Zabibac franco-allemandes, raconte Stéphie Lemaire, leur enseignante. Un jeu Monopoly qui suit la vie de Marc Bloch. Ils se sont concentrés sur son article sur les fausses nouvelles de guerre. C'est pour ça que ça s'appelle les fausses nouvelles à prix bas. Voilà. Ils voulaient absolument faire un jeu. Ce qui aurait peut-être aussi été dans le sens pédagogique de Marc Bloch. D'autres jeunes ont travaillé en binôme avec des élèves de Nantes. Leur projet qu'une rue de Hambourg prenne le nom de Marc Bloch. Dans son discours, Mathis Bloch a tenu à souligner qu'avec son aïeul, 80 ans de réconciliation franco-allemande sont désormais également au Panthéon. Le Panthéon, c'est d'abord un monument pour les Français, aux Français. Or, on a toujours souligné que Marc Bloch était un très grand patriote. C'était aussi un très grand Européen. Et on voulait souligner que c'était pas incompatible du tout en fait. Marc Bloch, c'est un passeur. C'est quelqu'un qui a été très connu à l'étranger, en Italie, en Amérique latine. Marc Bloch a promu une histoire comparée, était un grand spécialiste de l'Allemagne. Son projet pour le Collège de France, c'était l'histoire des sociétés européennes. Voilà, aujourd'hui, de voir cette dimension européenne pleinement incarnée, exprimée, c'est extrêmement fort comme moment. À Berlin, un centre de recherche en sciences humaines et sociales porte aussi le nom de Marc Bloch pour poursuivre l'œuvre intellectuelle du penseur-passeur à l'heure du retour des nationalismes, de l'intolérance et des fausses nouvelles sur Internet. Voilà pour cet angle de la vie et de l'œuvre de Marc Bloch passé sous silence lors des cérémonies à Paris. Si cela vous intéresse, si vous voulez aller au-delà du reportage de David Philippot, allez faire un tour sur le site du centre Marc Bloch de Berlin, justement. Il y a toute une série de podcasts sur le sujet. Bonjour Isabelle Hoffmann. Bonjour Hélène. La nouvelle directrice du DFI à Ludwigsburg, l'Institut franco-allemand créé en 1948. Donc, dans le même esprit pionnier d'ouverture aux autres et de dialogue entre les sociétés européennes que portait Marc Bloch. Mais Isabelle, avec toi, je voudrais parler de ce qui se passe en ce moment, la relation franco-allemande aujourd'hui. On vient de faire un point de situation de politique intérieure allemande. C'est très compliqué pour le gouvernement de Friedrich Merz. En France, ça y est, on est déjà en campagne électorale et donc le débat se referme à l'intérieur des frontières nationales, comme tous les 5 ans. Dans ce contexte, Isabelle, est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose des deux partenaires Macron et Merz dans les prochains mois ? Ça va être difficile, puisqu'en fait, Macron, il est un président sortant. Et ça se fait sentir. Et de côté de l'Allemagne, il y a plein de difficultés de la coalition et aussi une vraie attente de la part de la population, mais aussi du secteur économique qui s'occupe plus de ses promesses de réforme, de faire avancer le pays, de lutter contre le fléau de non-croissance que connaît l'Allemagne depuis un très bon moment. Officiellement, on table encore sur une toute petite croissance cette année, 0,5%, mais le climat général, c'est clair, il est quand même très morose. Dans ce contexte, le chancelier et ses équipes préparent un conseil des ministres franco-allemands. Il aura lieu là tout bientôt, autour du 15 juillet. Alors, c'était à Toulon en août dernier. Cette fois-ci, on sera en Allemagne, dans l'ouest du pays. Est-ce qu'on sait déjà sur quoi travaillent les deux gouvernements et ce que les dirigeants espèrent de ce rendez-vous ? Ça produit toujours de jolies images, ils en ont besoin, tous les deux. Et avec l'échec du SCAF, ils ont aussi besoin de montrer que non seulement dans la coopération de tout ce qui est digital et tech, mais aussi dans tout ce qui est coopération dans le secteur de la défense, il y a un moteur franco-allemand qui marche et qui tourne au bénéfice de toute l'Europe. Donc du coup, ça va être très difficile pour les deux. Néanmoins, ils vont essayer tout pour remettre de l'énergie dans cette coopération franco-allemande. Effectivement, on a eu il y a quelques jours la publication d'une position commune sur la souveraineté numérique. Donc c'est peut-être un des sujets qui va marquer ce Conseil des ministres. On va y revenir. Mais je m'arrête d'abord sur ce que tu viens de dire là, Isabelle, sur l'abandon du projet d'avion de combat du SCAF. Dans la presse française et aussi dans la presse allemande, on a quand même, j'ai trouvé, beaucoup relativisé cette affaire. En gros, c'était, voilà, de toute façon, on était dans l'impasse, il valait mieux arrêter la casse, et puis on renonce à l'avion, mais pas au reste. Toi, tu nous dis clairement, c'est un échec. Oui, puisqu'en fait, faut le rappeler que le SCAF était quand même un projet qui visait
produire un système intégré qui n'existe pas encore aujourd'hui au niveau mondial. C'est-à-dire, la vision était de créer un système qui va donner à l'Europe un atout considérable à projeter aussi du pouvoir, en fait. Du coup, ce n'est pas seulement un échec franco-allemand, c'est aussi à ce moment-là un échec européen, puisque tout le monde a pu voir, non seulement en Europe, mais aussi au niveau mondial, non seulement nos amis, mais aussi nos adversaires, que ce projet-là, avec une telle ambition, a échoué. C'est pas un bon signe. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on rebondit? Tu l'as esquissé un petit peu dans ta réponse précédente, et c'est clairement aussi le discours que j'entends monter à Berlin et à Paris. En gros, on pourrait se retrouver sur la tech, sur le numérique, l'intelligence artificielle, le quantique. Il y a eu un premier sommet plutôt réussi en novembre à Berlin, et la semaine dernière, c'était le grand rendez-vous français du secteur, le salon Vivatech à Paris, avec des milliers et des milliers de participants du monde entier, et l'Allemagne, à qui les organisateurs avaient réservé une place et un statut particulier. Tu y étais, Isabelle. Raconte-nous, c'est là que le franco-allemand reprend des couleurs? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique. L'Allemagne était le pays partenaire. C'était la première fois qu'un pays européen était le pays d'honneur de la Vivatech. Ils se sont présentés sur une très grande surface avec plus que 200 startups. Il y avait aussi beaucoup de politiques, des ministres. J'ai parlé avec des acteurs du terrain qui me disaient voilà, ça commençait à monter un peu, mais cette année, il y a vraiment beaucoup d'énergie dans tout ce qui est coopération franco-allemande. D'ailleurs, ce que j'ai déjà observé avant, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que les acteurs de la tech reprennent massivement le but de la souveraineté européenne, en fait. On a pu voir ça aussi à la Vivatech, qu'il y a plein de startups dans tout ce qui est défense et sécurité. Les startups qui attirent beaucoup d'investissements, souvent sont soit de l'espace, soit de la défense, soit de tout ce qui touche à la sécurité, cyber security, etc. En plus, quelques jours avant, ou même juste la veille, je n'ai plus le calendrier en tête, on avait appris que Washington avait bloqué les 2 IA les plus puissantes de Anthropic à l'étranger. Ça a forcément dû marquer cette édition de la Vivatech. La guerre de l'IA a commencé. Ce titre, il était le même dans Le Monde et dans Die Zeit. Et c'était une vraie sonnette d'alarme qui a été entendue, je crois, partout en Europe. Donc ça mettait la question de la souveraineté européenne dans le secteur de la tech plein au milieu du débat et dans la tête des gens, et ça a rajouté à la dynamique qu'on sentait à la Vivatech. Bon, en forçant un peu le trait, est-ce qu'on peut dire qu'on vit en ce moment pour ce secteur un moment schumannien? En clair, est-ce que la tech, le numérique, l'IA, etc. sont les nouveaux charbons et aciers à mettre en commun pour ne pas devenir des dépendances américaines ou même chinoises? C'est peut-être aux historiens à décerner cela dans 50 ans, peut-être dans 25 ans. J'hésite un peu de rajouter à cette belle dynamique encore plus d'attentes et de références historiques. Ça risque peut-être d'étouffer une énergie, une dynamique qui a un moment. Donc, laissons ça aux historiens à nous dire si c'était le moment de la relance d'une union stratégique au niveau européen. Ok, on verra. Il faut que j'arrête avec mes questions de journaliste pressé. Surtout que, faut peut-être déjà un peu relativiser notre enthousiasme sur tous ces efforts en commun. Isabelle, pardon de mettre le doigt dans la plaie, mais il faut qu'on revienne sur le gros raté de la Vivatech. La délégation allemande, dans laquelle il y avait quand même plusieurs ministres fédéraux, n'a pas eu droit à la visite d'Emmanuel Macron. Il était pourtant au même moment sur le salon, mais avec les Indiens. Ils étaient particulièrement vexés et furieux parce qu'on les a fait patienter, puis finalement le président français ne s'est pas présenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, comme avec beaucoup de ces histoires du monde diplomatique et du monde du franco-allemand, il y a plusieurs manières à le décrire. Je commence avec la version moins dramatique. Après tout, c'était une simple histoire de protocole, comme c'était des ministres, c'était pas le même niveau, on a envie de dire, voilà. Comme Merz, il n'était pas là, il s'est pas présenté. Donc, pas si grave, des affaires comme toujours, on continue à travailler.
Oui, on peut rajouter aussi que Macron avait vu Merz à Évian juste avant, au sommet européen aussi, puis là, ils se sont vus de nouveau à Berlin sur l'Ukraine. Sauf que je crois, dans un climat plus détendu et plus amical, ils auraient fait en sorte que les deux se présentent à la Vivatech. C'était quand même l'Allemagne, le pays d'honneur à cet énorme événement à Paris. Macron, il est là. Si on met tellement d'espoir dans ce secteur de la tech qui a vraiment aussi besoin des coups de pouce aussi structurels très importants, on aurait dû faire en sorte à créer le symbole de l'importance, même au plus haut niveau de l'État, pour ces questions-là. Ça s'est pas fait. Merz s'est pas présenté. C'est un peu un symbole d'un moteur franco-allemand qui tourne, qui manque un peu d'amour. En fait, je me demande, Isabelle, si après l'échec du projet d'avion du SCAF, on n'est pas là en train d'assister à un changement dans la manière de faire du franco-allemand. Je dirais un changement dans la gouvernance franco-allemande. Le SCAF, il a pâti d'une charge politique, d'une charge symbolique quasi émotionnelle qui l'accompagnait et qui a plombé le projet. Donc là, l'idée, on l'a vu dans l'épisode précédent, par exemple avec le spatial, on aurait plutôt du franco-allemand par le bas, du bottom-up et non plus du top-down en gros. Je crois pas qu'on va abandonner les grands gestes diplomatiques, historiques et politiques, mais c'est aussi bien de savoir qu'il y a à côté de ça une manière de faire, et ça c'est en train de se développer, qui est plutôt tourné vers les acteurs du terrain, leur envie entrepreneuriale et leurs besoins financiers, mais aussi infrastructurels et stratégiques. C'est une autre manière à faire. C'est pas une grande vision globale avec une longue liste de souhaits, des buts stratégiques à atteindre. Et si à la fin de tout ça, on a découvert que les deux puissent marcher dans des conditions différentes, ce serait formidable. Un peu comme ce qui est en train de se passer autour du constructeur de chars franco-allemand KNDS, qui fabrique le Léopard 2 côté allemand et le Leclerc côté français. Les familles actionnaires historiques allemandes veulent se désengager, et là, l'État allemand vient d'annoncer qu'il va donc rentrer au capital à hauteur de 40%, tandis que de son côté, la France va baisser sa part à 40% aussi, donc pour avoir un équilibre, mais aussi pour protéger l'entreprise des achats hostiles. Voilà, la politique donne un cadre, mais on n'en fait pas non plus un projet phare ultra symbolique. Ça, c'est aussi une bonne solution ? Ça pourrait être une autre manière à faire, peut-être une troisième manière à faire, à se poser en tant qu'investisseur dans des entreprises aux valeurs stratégiques. C'est bien d'avoir plusieurs méthodes. D'ailleurs, je crois ce qui est différent dans le franco-allemand, c'est qu'on se rattrape d'une grande déception, aussi des échecs, mais on se relance le lendemain. Il n'y a pas de silence prolongé, il n'y a pas de très longs moments où on s'occupe d'autre chose. Les structures sont telles, et aussi la compréhension de l'importance du moment, mais aussi de l'importance de la relation, et que il y a suffisamment d'acteurs et d'énergie que le lendemain on va se reparler, on va se relancer dans des nouveaux projets. Et ça, c'est une force de l'amitié franco-allemande et de ce partenariat. Merci beaucoup, Isabelle Hoffmann, du DFI. Et merci à vous toutes et tous pour vos écoutes et vos abonnements sur Steady qui ont permis en partie de financer cet épisode. Le podcast Avec un K revient dans 2 semaines avec un grand entretien exceptionnel. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.